Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les doutes du Sénat sur la politique migratoire du gouvernement. Selon la commission des lois, le budget 2018 ne permettra ni de renvoyer les sans-papiers, ni d'intégrer davantage les réfugiés. Les crédits consacrés aux reconduites à la frontière ont été jugés insuffisants. Le débat est à suivre. Vers une réforme de l'indemnité de frais de mandat au Sénat. Après l'Assemblée nationale, de nouvelles règles concernant les frais des parlementaires devraient être entérinées jeudi lors d'un bureau dédié avec la mise en place d'un contrôle aléatoire et un système d'avance de frais. Le détail dans cette édition. La visite d'Emmanuel Macron demain en Algérie, une visite éclair lors de laquelle le chef de l'État veut s'adresser à la jeunesse et tourner la page du passé. La sénatrice socialiste Samia Ghali sera du voyage. Elle est notre invitée dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, vous suivez pour nous les débats autour de l'examen du projet de loi de finances. Et on vient de l'apprendre, eh bien, ce sont les crédits dédiés à la sécurité qui viennent d'être rejetés par la Haute Assemblée. Et oui, effectivement, Delphine, ces crédits ont été rejetés conformément à ce que demandait le rapporteur de la Commission des finances, Philippe Dominati. Alors, ces crédits, ce sont les finances 2018 pour les forces de l'ordre, gendarmerie nationale et police, un budget que de nombreux sénateurs estimaient ne pas être à la hauteur des enjeux, notamment Philippe Dominati, j'en parlais à l'instant. Philippe Dominati qui a commencé son allocution en rendant hommage aux forces de l'ordre comme de nombreux sénateurs dans l'hémicycle. On l'écoute. Je souhaite saluer l'efficacité et le courage de nos forces de l'ordre, dont la mobilisation est particulièrement forte. Leur activité opérationnelle s'effectue dans un contexte de grande tension. Je veux également rappeler ici, avec gravité, les nombreux suicides qui ont eu lieu ces dernières semaines. Pourtant, malgré le caractère prioritaire de cette mission, le présent projet de budget ne semble pas être à la hauteur des enjeux. Alors quel était le problème? D'un côté, il y a le gouvernement qui a mis l'accent sur les effectifs. En 2018, il doit y avoir près de 1400 emplois supplémentaires dans la police nationale et 500 emplois dans la gendarmerie. Une trajectoire qui s'inscrit d'ailleurs dans le même sens que les gouvernements précédents pour qui l'augmentation des effectifs était essentielle. Mais voilà, la droite, et elle n'est pas la seule, estime qu'il y a un véritable problème, c'est que les moyens de ces forces de l'ordre ne sont pas au rendez-vous. Je les cite, pour eux, eh bien, les forces de l'ordre sont en pleine paupérisation, ce qui est illustré par l'état du parc immobilier, le vieillissement des voitures, la fermeture de stands de tir ou encore le manque de munitions. Bref, il manque des crédits de fonctionnement, il manque des crédits d'investissement. C'est faux, a répondu le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, tout à l'heure. On l'écoute. Ils augmentent de 1,5% et même de 1,9% hors personnel. Donc s'ils augmentent de 1,5% et de 1,9% hors personnel, ça veut dire que les dépenses de fonctionnement et d'équipement prises globalement sont évidemment plus importantes encore que l'augmentation en personnel. Oui, vous avez donc entendu Gérard Collomb défendre son budget avec enthousiasme, disant qu'effectivement, les crédits de fonctionnement, les crédits d'investissement étaient au rendez-vous. Manifestement, l'argumentation n'a pas suffisamment porté. Les sénateurs ont donc rejeté tout à l'heure les crédits de la mission sécurité. Merci à vous, Tam, et on vous retrouve tout au long de cette édition. Ce devait être une nouvelle réunion sous tension pour les socialistes du Sénat et elle devait se traduire par un vote de confiance à Didier Guillaume, le président du groupe, critiqué pour son soutien à Olivier Dussopt, mais dans une volonté d'apaisement. La délibération n'a pas eu lieu. Samia Dechir, François Vignal et Jérôme Rabier. L'urne était prête, elle n'a finalement pas servi. Ce matin, les sénateurs socialistes étaient invités à voter de nouveau sur la position du groupe par rapport à la politique gouvernementale. Mais à l'entrée de la réunion, personne ne semblait savoir si ce vote aurait bien lieu. Vous allez voter aujourd'hui alors? Ah ça, j'en sais rien du tout. Surprise partie? Je sais pas, on va voir. Didier Guillaume avait proposé ce vote dans un souci de clarification.
Après avoir félicité dans un tweet le député socialiste Olivier Dussopt pour son entrée au gouvernement, il était très critiqué par la ligne gauche de son groupe. Mais les sénateurs ont finalement décidé qu'il était inutile de voter. C'était suite à la discussion de la semaine dernière où il avait peut-être été envisagé de dire qu'il fallait prendre une autre position. Je dis mais si on doit prendre une autre position, on votera ensemble. Et nous avons considéré ce matin qu'il n'y avait pas lieu de voter comme certains avaient pu le demander. Donc à partir du moment où il n'y a pas lieu, il n'y a pas de problème. Les socialistes s'en tiennent donc à leur vote de septembre. Ce texte, sans parler d'opposition, précise qu'ils n'appartiennent pas à la majorité présidentielle. Un compromis sur lequel personne n'a souhaité revenir au nom de l'unité du groupe. Tous ces derniers jours, discussion avec les collègues, nous souhaitions tous que ce vote n'ait pas lieu parce que nous n'en voyions pas vraiment le sens, ni la nécessité, ni l'utilité, voire qu'il pouvait avoir des conséquences dommageables pour l'unité du groupe. L'incident semble clos. À quelques mois du congrès du PS, les socialistes mettent pour l'instant leur division en sourdine. Et on prend la direction de la salle des conférences pour les réactions à l'actualité du jour. Avec vous, Saveria Rojek, Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste, pour d'abord une réaction aux crédits qui vont être débattus dans quelques instants, les crédits de l'immigration. Bonjour Jean-Yves Lecomte, merci de répondre à nos questions. Avant de parler en quelques mots de la situation du groupe PS du Sénat, vous êtes l'orateur pour le groupe socialiste sur cette mission immigration, asile et intégration. Quel regard portez-vous sur ce budget qui vous est présenté cet après-midi ? Écoutez, en apparence, c'est un budget qui est dans la continuité des dernières années. Maintenant, un certain nombre d'inquiétudes et d'interrogations peuvent être aujourd'hui évoquées. D'abord, les inquiétudes sur la manière dont la France pèsera sur les débats européens en matière de paquet asile qui est en cours de négociation. Et deuxièmement, un peu sur la manière dont le gouvernement utilisera les moyens qu'on lui donne au moment de la loi de finances. Parce qu'on constate que sur un certain nombre de sujets, on est plus parfois, j'allais dire, dans le remplissage des CRA que dans le respect des droits, plus dans une politique d'affichage des répressives du chiffre que dans une politique réellement d'intégration. Le budget lutte contre l'immigration irrégulière est en baisse de 7%. Vous le déplorez ? Moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est d'avoir une politique d'intégration. Surtout à un moment où c'est difficile d'assurer l'intégration par le travail. Une politique de lutte contre les discriminations pour qu'un étranger qui est en situation légale sur le territoire et ses enfants ne se sentent pas étrangers en France, parce que c'est la meilleure manière d'empêcher l'intégration. Donc tout ça, c'est d'abord dans les états d'esprit et dans les discours que ça compte. Ensuite, des moyens pour pouvoir traiter les personnes qui sont en situation irrégulière de manière digne, et pas une politique du chiffre. Un autre sujet maintenant, Jean-Yves Lecomte. Ce matin a eu lieu la réunion du groupe socialiste au Sénat. Une question de confiance devait être posée. Elle ne l'a finalement pas été posée. Écoutez, je crois que la raison l'a emporté. Je crois que Didier Guillaume, finalement, au bout d'une semaine, a senti que même si certains avaient été un peu déstabilisés, finalement tout le monde voulait pouvoir continuer ensemble et ne remettait pas en cause sa présidence. Et je crois que c'est mieux ainsi. Le Parti socialiste est en pleine reconstruction. Il y aura bien sûr un congrès au printemps. Quel rôle va jouer justement le groupe PS du Sénat dans cette renaissance, dans le prochain Parti socialiste, dans le nouveau Parti socialiste? Je crois que c'est aussi un des éléments qui a été pris en compte dans la responsabilité que nous avons eue finalement ce matin de ne pas aggraver les divisions et au contraire de montrer une volonté d'unité. Même si, comme l'a rappelé Patrick Kanner, l'unité n'est pas en soi une valeur, c'est un outil pour pouvoir agir. Mais je crois que comme on est le groupe parlementaire le plus important, on a vraiment une responsabilité par rapport au Parti socialiste, mais d'une manière générale par rapport à la gauche et par rapport à la social-démocratie, par rapport à la social-écologie, par rapport à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, au cours des dernières années, se sont sentis proches du Parti socialiste, parfois doutent de la capacité du Parti socialiste aujourd'hui d'incarner finalement une opposition. Je crois que nous devons faire en sorte que le groupe montre que doit être un incubateur de l'ensemble de ceux qui veulent mettre à la fois la liberté et l'égalité comme moteur du progrès et de l'émancipation. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on reviendra sur ce budget de l'immigration dans quelques instants avec mes invités. La réforme de l'IRFM arrive au Sénat. Après les députés, les sénateurs vont fixer de nouvelles règles pour leurs frais de mandat, comme les y oblige par ailleurs la loi pour la confiance dans la vie politique. Un bureau est prévu jeudi pour entériner ce changement. Audrey Vuettaz.
Être parlementaire, ça a un coût. Des frais de bouche, des fournitures, des déplacements. Pour couvrir ces dépenses, une enveloppe leur est allouée, l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Jusqu'à présent, ils pouvaient la dépenser à leur guise, sans contrôle, mais la loi de moralisation de la vie publique est passée par là. À partir du 1er janvier 2018, ces dépenses seront contrôlées. Le bureau du Sénat doit fixer jeudi les modalités précises, mais l'on parle déjà d'un système d'avance sur frais. Les sénateurs devront justifier leurs dépenses lors de contrôles aléatoires, au moins un par mandat. Des contrôles qui devraient être exercés par les sénateurs membres du comité déontologique du Sénat. L'idée générale est plutôt bien accueillie ce matin. Il faut garder les factures. Moi, je les garde d'habitude. Moi, je suis chef d'entreprise. Dans notre entreprise, dans nos entreprises, on a toujours eu l'habitude de justifier les frais engagés par les dirigeants avec des choses très précises. La seule chose que je ne souhaite pas, c'est qu'on rajoute une suradministration à l'administration. J'ai entendu qu'à l'Assemblée nationale, ils avaient recruté autour de 110 ou 150 collaborateurs. Quand on voit le coût... Néanmoins, il devrait rester une petite part de l'enveloppe que les sénateurs n'auront pas à justifier. Des petites dépenses comme le stationnement ou la participation à une tombola. On parle de 885 €, 15% de l'enveloppe totale qui baisserait un peu en 2018 pour arriver à 5 900 € par mois. Et on continue les réactions politiques avec Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences, avec le sénateur Les Républicains François-Noël Buffet. C'est lui qui a été le rapporteur de la commission des lois pour les crédits dédiés à l'immigration. Bonjour François-Noël Buffet, merci Bonjour. de répondre à nos questions. Le Sénat examine donc cet après-midi la mission immigration, asile et intégration. Vous avez bien sûr déposé un rapport sur ces budgets. Alors si le budget intégration augmente, celui lutte contre l'immigration irrégulière est en baisse de 7%. Pourtant la demande d'asile, elle ne cesse d'augmenter. Est-ce que selon vous, ces budgets ne remplissent pas les objectifs fixés Je crois que le budget ne remplit pas effectivement les objectifs qui sont annoncés par le président de la République, qui veut impérativement lutter contre l'immigration irrégulière. Or, un des constats, c'est que budgétairement, il y a une baisse pour 2018 de 7%, ce qui est tout à fait incompréhensible. Alors, on nous explique que c'est lié parce qu'il n'y a plus la jungle de Calais. Quand bien même il n'y a plus cette jungle, les moyens étaient utiles pour aider nos forces à pouvoir agir. Et puis, on se rend compte aussi que le budget qui est programmé est inférieur, en réalité, pour ce domaine-là, à ce qu'il était en 2015 et en 2016. Donc, c'est tout à fait étonnant. Et vous êtes donc très sceptique sur la capacité du gouvernement à atteindre ses objectifs, notamment en matière également d'expulsion de clandestins. Je crois qu'on n'avance pas en réalité sur ce sujet-là. Il y a des déclarations d'intention que je peux partager, mais les moyens ne sont pas là. La police, notamment toute la police des frontières, ses effectifs sont en baisse dans les centres de rétention administrative, donc il y a des difficultés. Elles ont été concentrées sur nos frontières extérieures. Nous avons des difficultés en matière de laissez-passer consulaire, c'est-à-dire d'autorisation des pays d'origine pour pouvoir accepter leurs propres ressortissants. Imaginez que depuis 2009, nous n'avons rien négocié de nouveau, ce qui fait que nous sommes très très en retard, alors que c'est la clé de voûte du système. La lutte contre l'immigration irrégulière reste le parent pauvre de la politique du gouvernement, vous dites Oui, c'est ça, je suis convaincu de cela, mais également l'intégration. Les budgets d'intégration sont en baisse, enfin en tous les cas sont mal équilibrés. On se rend compte par exemple que les visites médicales en matière sanitaire, les visites médicales faites dans les universités ont été réduites de 76%. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des étudiants étrangers qui n'auront pas dans leur campus la possibilité d'être suivis sur le plan santé. C'est pas normal. Le niveau de français que l'on demande aux gens qui sont étrangers qui sont sur le territoire de façon régulière, on atteint simplement 60% de réussite, ce qui est très faible. Donc voilà, on fait beaucoup de déclarations, c'est bien toujours à peu près le cas de la France, mais on a peu de moyens. Quelles sont concrètement les mesures que vous proposez pour lutter justement contre l'immigration irrégulière ? Je pense qu'il faut négocier très très vite des accords de réadmission avec les pays d'origine, c'est essentiel. Car c'est la première mesure des accords de réadmission. Oui. C'est la mesure la plus évidente et la plus efficace qui nous permettra de progresser dans les renvois dans les pays d'origine, ça c'est très important. Et puis c'est probablement aussi, je le pense, c'est vrai que le placement en rétention administrative est le placement le plus efficace en la matière. Donc il faut se donner les moyens de cela, ça nécessite aussi des travaux en matière de centres de rétention. Vous demandez également des hotspots dans les pays
pays de départ? Depuis très très longtemps, je crois que j'étais le premier, c'est un peu à le dire. Il faut dans les pays tiers et les pays voisins des pays en crise avoir des hotspots pour réaliser à ces endroits-là, entre guillemets, le mot n'est pas juste, mais repérer ceux qui relèvent du statut de réfugié des autres. C'est très très important. L'OFPRA va commencer à le faire. On a entendu la semaine dernière, il y a quelques jours, déjà des engagements, mais évidemment, il faut le faire de façon beaucoup plus massive, si je puis me permettre. D'un mot en conclusion, le budget qui vous est présenté cet après-midi, il est très insuffisant. Il est pour moi insuffisant quant aux objectifs poursuivis. Des mots, et que des mots. Très bien, merci Merci beaucoup. Merci François-Noël Buffet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria, et vous venez d'en parler avec le sénateur Buffet. La commission des lois doute donc de la politique migratoire du gouvernement. Selon elle, les crédits sont insuffisants. Ils ne permettent pas, entre autres, de tenir les objectifs sur l'éloignement. Cécile Sixou. Reconduire plus de clandestins aux frontières, voilà l'un des objectifs du gouvernement. Très bien, dit la droite sénatoriale, mais en baissant de 7% les budgets d'expulsion, le gouvernement ne se donne pas les moyens de sa politique. Soit on affiche une volonté, c'est que de l'affichage, soit à l'inverse, on a vraiment cette volonté, on se donne les moyens. Donc il faut revoir cette copie du point de vue du traitement de l'immigration irrégulière. D'autant qu'à droite, on ne croit pas aux chiffres du gouvernement sur le nombre de migrants illégaux, mal estimé par le ministre de l'Intérieur selon Brice Hortefeux. D'abord, on est dans le flou sur le nombre de clandestins, d'illégaux, c'est-à-dire ceux qui sont venus sur notre territoire sans nous demander notre avis, sans nous demander notre autorisation. Ils donnent des chiffres autour de 300, 400 000, c'est vraisemblablement largement au-dessus de 400 000. Mais on ne connaît pas la réalité de ces chiffres. Pour Antoine Karam, sénateur de la majorité présidentielle, il faut carrément revoir la politique d'expulsion, trop répressive, mais surtout trop coûteuse. Moi, je prends encore l'exemple de la Guyane. Lorsque vous reconduisez 15 Haïtiens vers Haïti, c'est 85 000 € l'affrètement d'un avion. Donc imaginez qu'on puisse reconduire 10 000 ou 20 000 Haïtiens vers leurs frontières. Vous voyez que personne n'a les moyens de sa politique. En tous les cas, il n'y a pas les moyens financiers. Il faut être aujourd'hui réaliste. Il faut envisager autre chose, réfléchir à d'autres moyens plutôt que de reconduire systématiquement des personnes qui reviennent 5 minutes après. Autre point critiqué, la politique d'intégration des migrants légaux. Malgré une hausse de près de 13% de ce budget, ce n'est pas suffisant tant les besoins sont grands. Et à partir du moment où les motivations pour venir en France sont des motivations qui sont souvent des motivations familiales, ces motivations-là obligent à avoir une politique d'intégration et d'apprentissage de la langue plus importante que lorsque les gens arrivaient pour travailler et s'intégraient grâce au travail. Or, à l'évidence, le budget de l'OFII ne répond pas aux exigences actuelles d'une intégration qui mérite d'être accompagnée par une politique publique qui n'est pas aujourd'hui développée. Les sénateurs sont également sceptiques sur les crédits pour réduire les délais d'instruction de demande d'asile que le gouvernement souhaite faire passer de 14 à 6 mois. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'accueille Sarah Belaïch, bonjour. Vous êtes directrice des pôles thématiques de la CIMAD. C'est une association de soutien et de solidarité aux migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. Jacques Bigot, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Bas-Rhin, vice-président de la commission des lois. Merci d'être avec nous. Philippe Bas est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Manche et vous présidez la commission des lois qui, on le disait, a émis un avis négatif sur ce budget, immigration, asile, intégration. On a entendu François-Noël Buffet parler finalement de cette politique d'immigration comme le parent pauvre aujourd'hui du budget. Vous partagez cet avis ? Oui, François-Noël Buffet a fait sur cette question depuis des années un travail extrêmement approfondi. Il en ressort très clairement que le gouvernement actuel ne se donne pas les moyens de sa propre politique, ni pour l'immigration et l'éloignement des étrangers, soit déboutés du droit d'asile, soit clandestins, ni d'ailleurs pour la politique d'intégration qui ne reçoit pas les moyens nécessaires pour accompagner les étrangers en situation régulière, cette fois, dans leur parcours d'intégration en France. Jacques Bigot, quel est votre regard ? 1,35 milliard d'euros pour cette mission immigration, asile et intégration. Ça a été dit, les moyens ne sont pas à la hauteur des ambitions du gouvernement. Je crois qu'il faut aborder la question de l'immigration et du traitement des demandes d'asile de manière extrêmement prudente. C'est une politique complexe. La France est confrontée, comme d'autres pays européens, mais
Nous sommes, après l'Allemagne et l'Italie, les troisièmes à être confrontés d'ailleurs fortement par une volonté de gens de venir sur notre territoire, effectivement, pour des regroupements familiales, pour une image du pays, etc. Et donc, il faut aborder les choses avec modestie et pas dire systématiquement c'est mauvais, etc. Je pense par contre qu'on ne voit pas clair dans la politique actuellement annoncée du gouvernement. Renforcement des capacités du traitement par l'OFPRA dans des délais plus raisonnables, encore qu'il y a eu des efforts déjà qui ont été faits et qu'il faut quand même aussi laisser au personnel, encore insuffisamment nombreux, le temps de traiter ces dossiers. Mais ensuite, il y a le problème de l'intégration. Une fois que les gens sont acceptés, soit comme demandeurs d'asile, soit comme émigrés ayant le droit de séjour, comment fait-on dans une France où le chômage est encore important? Comment fait-on dans une France dans laquelle le nombre de logements HLM ne suffit pas? Et puis, le troisième sujet, c'est pour ceux dont la demande est rejetée, qui ne sont pas acceptés, comment on peut s'arranger pour les faire renvoyer au pays sans qu'ils aient envie de revenir? Et ça, c'est aussi très compliqué. Donc, je pense qu'il faut mesurer la complexité du projet, mais c'est vrai qu'on ne sent pas, et je ne peux que rejoindre de ce point de vue-là le rapport, on ne sent pas dans le projet de loi de finances la manière dont est supportée la politique actuelle du gouvernement. Il y a un manque de clarté évident. Sarah Belaïch, ça vous inquiète, ce manque de crédit, justement, sur ces missions, à la fois sur le volet immigration et intégration ? Alors moi je ne vais pas intervenir tellement sur les crédits, mais plutôt sur ce qu'on constate au quotidien dans la mise en œuvre de la politique d'immigration et notamment sur les questions expulsion. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la mise en place de l'objectif du gouvernement qui est d'expulser davantage. Et on voit sur le terrain que tous les moyens sont bons pour y arriver, que ce soit en pratique ou par les textes qui sont sortis ou le projet de loi immigration qui va bientôt être présenté au Parlement. Augmentation des capacités des centres de rétention, allongement de la durée de la rétention qui pourrait doubler, donc passer de 45 jours à 90 jours, voire à 4 mois, alors que nous disons depuis des années et des années que c'est une mesure totalement inefficace, puisque les personnes en fait sont expulsées dans les tout premiers jours de la rétention et si les conditions ne sont pas remplies au démarrage, elles ne le seront pas à la fin. Donc pour nous, ça ne sert absolument à rien d'enfermer pendant 4 mois les personnes et ça a des conséquences humaines dramatiques, des violations des droits très très importants qui sont d'ailleurs très largement sanctionnés par les juges. Depuis 2 mois, nous constatons à la CIMAD qu'il y a 2 fois plus de placements en rétention que l'année dernière sur la même période. Or, 40% des personnes qui sont enfermées sont libérées par les juges qui sanctionnent des pratiques illégales, abusives, déloyales des services de police ou des autorités administratives. Donc enfermer plus ne permet pas jusqu'à maintenant d'expulser davantage. En revanche, le coût humain est extrêmement fort. Tensions, traumatismes, actes désespérés, tentatives de suicide, etc. Donc en matière d'éloignement, ce n'est pas tant les crédits qui nous inquiètent, mais les orientations qui sont décidées et qui sont répétées par le président et par le ministre de l'Intérieur. Philippe, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre. Nous vivons en République, il y a une loi. Chaque année, il y a plus de 50 000 déboutés du droit d'asile et il y a 75 000 étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Comment faire pour que notre loi soit respectée ? Certains diront il n'y a qu'à la changer et tout accepter. D'autres diront il faut se donner les moyens, j'en fais partie, de faire respecter la loi de la République. S'agissant des centres de rétention, nous savons qu'une partie des étrangers qui y sont retenus sont des étrangers pour lesquels on attend un certificat consulaire. Qu'est-ce que c'est que le certificat consulaire? C'est un document du pays d'origine qui établit que l'étranger est bien un ressortissant de ce pays. Et c'est une condition pour pouvoir le raccompagner. Je comprends très bien, pour le coup, que le gouvernement, même si je me plains qu'il ne se donne pas les moyens de sa politique, veuille se donner à tout le moins les moyens juridiques d'avoir les conditions pour qu'on raccompagne vers leur pays d'origine des étrangers qui n'ont rien à faire en France. Et il faut bien rappeler ceci, Michel Rocard disait que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, c'est une politique qui traverse les majorités successives, mais qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de mettre en œuvre
Même on fait pire, depuis la circulaire Valls il y a quelques années, le nombre de régularisations d'étrangers rentrés clandestinement en France a augmenté de 30%. Alors la question que nous nous posons, mais c'est que fait l'État au-delà du discours général pour réussir à renvoyer dans leur pays les étrangers qui n'ont aucun titre à rester en France? On a entendu votre collègue sénateur de la Guyane, sénateur En Marche, Antoine Karam, dire aujourd'hui ça coûte 85 000 € par exemple de renvoyer un Haïtien vers son pays alors qu'il va revenir quelques jours après. Il estime qu'il faut justement changer peut-être de logiciel pour éviter ça. Il me semble qu'en Guyane, le problème vient plutôt des Surinamais qui traversent le Maroni à Saint-Laurent-du-Maroni que des Haïtiens. Il y a peut-être des cas où leur accompagnement sera très coûteux. Dans d'autres cas, un déplacement de 10 minutes en pirogue suffit largement. La question est, voulons-nous nous donner ou non les moyens de raccompagner les étrangers et que ça se sache? Car si ça se savait davantage, peut-être qu'on aurait un peu moins de clandestins attirés par notre pays. Jacques Bigot. Oui, il y a toute une série de choses à faire. Donc, les gouvernements se suivent, ils essaient de traiter le problème dans la complexité des choses. On a vu en Allemagne où le gouvernement n'est pas un gouvernement de gauche que je cherche aujourd'hui. On a une situation sociale, on a un pape qui a rappelé aussi nos pays à leur devoir d'accueil de la complexité. Les relations avec les autres États, le certificat consulaire qu'on met du temps à obtenir. C'est pas normal que des ressortissants effectivement soient en centre de rétention. Ça coûte beaucoup d'argent en attendant d'avoir ce certificat. Donc, on est dans une situation extrêmement complexe sur laquelle moi je pense qu'il faut que on arrive à avoir une clarification et pas un jeu d'équilibriste. On a bien le sentiment que le gouvernement actuel, d'une certaine manière, reste dans la politique, mais parlé en place par le gouvernement précédent, mais en même temps veut aussi faire plaisir à des éléments qui disent qu'il faut absolument lutter contre l'immigration clandestine. Une fois qu'on a affirmé ça, on n'a pas réglé le problème. Le vrai problème de fond, il mettra du temps, c'est quand même de faire en sorte que dans des pays en voie de développement, les gens aient l'impression qu'un avenir est possible. Et on parle aussi beaucoup de la lutte contre le climat, etc. On sait très bien qu'il y a aussi des gens qui quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Donc comment est-ce qu'on règle tout l'ensemble de ces problèmes? Parce qu'on a effectivement les demandeurs d'asile. On peut penser qu'avec la stabilisation de la situation dans les pays d'Asie mineure, ça pourrait se calmer. Mais par contre, les réfugiés économiques, ils seront encore là. Et comment arriver à traiter cela? C'est sans doute trouver des solutions. Donc je crois que la politique, de ce point de vue-là, internationale, est aussi importante que la politique migratoire. Mais on a besoin d'entendre davantage le président de la République et le Premier ministre sur ce point. Et Serra Belaïch, aujourd'hui, on voit aussi clairement Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui rappelle, dès qu'il en a l'occasion, sa volonté de renvoyer dans leur pays les déboutés de l'asile. Tous ceux, je cite, qui n'ont pas vocation à rester en France. Il y a apparemment cette circulaire envoyée au préfet en date du 20 novembre qui met la pression sur l'immigration régulière avec des résultats rapides. Vous le ressentez aussi au niveau des associations? Tout à fait. Je vous le disais avant même la publication de cette circulaire, un doublement des placements dans les centres de rétention, la multiplication des contrôles d'identité. Alors c'est rendu possible par la loi sur la sécurité intérieure, donc au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a une extension des possibilités de contrôle frontière, non plus seulement aux frontières, comme son nom devrait l'indiquer, mais sur une très grande partie du territoire français, ce qui est pour nous une forme de légalisation des contrôles aux faciès. Ça permet de refouler de façon très très importante des personnes exilées qui se présentent aux frontières, notamment la frontière avec l'Italie, à La Roya, à Menton, dans le Briançonnais, où nous constatons quotidiennement que des personnes sont refoulées sans que leurs droits, et notamment leur droit à déposer une demande d'asile en France, puissent être examinés, donc des refoulements illégaux. Donc il y a non seulement cette politique d'expulsion du territoire français, mais aussi une volonté très claire de ne pas laisser entrer les personnes sur le territoire français, là encore, au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors que selon nous, l'objectif premier, c'est plutôt de limiter tout simplement les flux migratoires. Il y a des refoulements illégaux, comme vient de le dire Serra Belaïch, selon vous, Philippe Bas? Il y a surtout des refoulements légaux. La question pour nous est de savoir si on préfère laisser rentrer les clandestins et ensuite ne pas réussir à les renvoyer chez eux, ou au contraire éviter qu'ils entrent sur le territoire national. Et je crois que c'est un signe positif quand on voit qu'effectivement, aux frontières de la France,
On refoule les étrangers qui n'ont pas de titre à rentrer en France. C'est une mesure vraiment d'ordre public qui me paraît tout à fait nécessaire et qu'il faut mettre en œuvre, bien sûr. Là aussi, il y a un manque de moyens, clairement, sur les effectifs des policiers, sur le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. C'est ce que nous avons dit, effectivement, en examinant ce budget. Au fond, la première condition, c'est effectivement le refoulement aux frontières. La deuxième condition, c'est de rendre effectif l'éloignement de l'étranger sans titre, qu'il soit débouté du droit d'asile ou qu'il soit simplement un clandestin que nous avons identifié et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mais vous voyez, les compagnies aériennes refusent de laisser monter à bord un individu qu'il faudrait contraindre par la force de monter à bord, parce que les prescriptions de sécurité aérienne s'y opposent. Les malheureux préfets, lorsqu'ils reçoivent une circulaire pleine d'autorité martiale du ministre de l'Intérieur, ils aimeraient bien aussi que le ministre de l'Intérieur leur dise mais comment faire matériellement pour accompagner collectivement des étrangers en situation irrégulière, ce qui a deux effets. Premièrement, ça abaisse le coût unitaire du raccompagnement et deuxièmement, ça permet d'éviter que le commandant de bord s'oppose à ce qu'un individu soit embarqué. Jacques Bigot, sur cette question des reconduites à la frontière. Ce que vient d'indiquer Philippe Bas prouve bien toute la complexité du processus et l'organisation. Et c'est vrai que on voit régulièrement des circulaires, des instructions données, certains pouvant montrer de la fermeté parce que dans leur vision électorale c'est bien, d'autres étant plus généreux. C'est ce que vous dites, Jacques Bigot. Il y a aussi de l'affichage, donc je pense que sans être membre de La République En Marche, et vous le savez, je pense qu'il faut peut-être essayer de voir comment on peut régler ce problème, peut-être de manière un peu plus consensuelle, en sachant bien effectivement qu'il y a des problèmes, que les centres de rétention, moi je suis un élu du Bas-Rhin, comme vous l'avez rappelé, à Strasbourg, le centre de rétention est fermé, faute de moyens humains pour l'encadrer. Or, nous en avons besoin, et ça coûte très cher à l'État de renvoyer des gens à 500, 600 km de là pour les mettre en centre de rétention, alors que peut-être si on pouvait au moins les laisser dans la proximité, même s'ils sont venus d'ailleurs peut-être pour rejoindre la famille et qui ne sont pas autorisés, ils peuvent au moins avoir des visites dans un centre de rétention de proximité. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut faire, mais on est face à des situations extrêmement complexes. Les modalités de renvoi sont, l'un l'a dit, très chères, compliquées par la position des pilotes et par les certificats consulaires. Donc que personne ne vienne, je crois, dire on va donner des leçons. Mais par contre, on a besoin d'avoir un peu plus de vision de la part du gouvernement actuel. Et on attend cela. Je crains qu'effectivement la loi qui nous sera proposée soit une loi par trop répressive plutôt qu'une loi d'accueil. Et puis, il faut espérer peut-être que des accords plus fermes au niveau de l'Europe permettront de régler le problème. Parce qu'on a aussi le problème du renvoi, dans le cadre des accords de Dublin, vers un autre pays européen qui est en charge de s'occuper du réfugié légal. C'est aussi très compliqué. On n'a pas la solution à ce niveau-là non plus. C'est sûr que ce n'est pas avec des rodomontades qu'on va régler ce type de problème, compte tenu de cette complexité. Mais ça demande de l'audace. Et ça demande de faire autre chose que ce qui a été fait jusqu'à présent. Sarah Belaïch, on a parlé des questions d'immigration. Il y a aussi le volet intégration. Les sénateurs ont également jugé insuffisants les crédits dédiés à l'intégration, à l'accueil des réfugiés en France. Quel est votre regard sur ce point ? Alors, moi, je me prononcerai peut-être pas sur l'intégration, mais sur l'accueil des demandeurs d'asile et notamment l'hébergement des demandeurs d'asile, parce que c'est un problème crucial pour nous. Et sur le terrain, nous constatons des difficultés très importantes. Il y a eu un grand développement du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, puisqu'il y a énormément de places qui ont été créées depuis 5 ans. Cela dit, l'augmentation de la demande d'asile fait que le retard qui a été accumulé par la France n'est pas comblé. On assiste toujours aujourd'hui à une crise de l'accueil des demandeurs d'asile, donc des demandeurs d'asile qui sont à la rue, qui dorment dehors tous les jours. Donc même si on peut se féliciter de cette prise en compte de la question de l'accueil des demandeurs d'asile par la création de ces places supplémentaires d'hébergement, il y a quand même quelque chose qui nous préoccupe particulièrement, c'est la logique qui sous-tend le projet,
À savoir, on profite de cette mise à l'abri et de cet hébergement pour opérer un tri entre les demandeurs d'asile. Donc, ce qui remet pour nous en question le principe de l'inconditionnalité de l'accueil, puisque les personnes au sein de leur structure d'hébergement vont pouvoir faire l'objet d'un examen de situation pour pouvoir être expulsés plus rapidement. Donc il y a pour nous aussi un détournement des missions qui sont confiées à ces foyers d'hébergement, qui sont à la fois là pour apporter un accompagnement social et à la fois là pour contrôler les personnes en vue de leur expulsion, ce qui nous semble complètement contradictoire et qui ne nous semble pas en adéquation par rapport à l'éthique du travail social. Philippe Bas. Oui, écoutez, il y a aussi un abus de la protection offerte aux demandeurs d'asile. Car beaucoup de demandeurs d'asile savent pertinemment, au moment de faire leur demande, qu'ils n'ont strictement aucune chance d'avoir le statut de réfugié et de bénéficier d'un asile. Et par conséquent, ça justifie de la part de l'État qu'il soit extrêmement vigilant. Oui, la France respecte ses obligations internationales, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une forme d'imposture dans la demande d'asile. Et il est parfaitement légitime à la fois que nous accélérions les procédures, et je crois que le gouvernement précédent, comme celui-ci, va, et je lui fais crédit de sa bonne foi dans ce domaine, mettre des moyens supplémentaires pour accélérer ce traitement, mais aussi surveiller le demandeur d'asile pour pas qu'il se perde dans la nature au moment où, comme dans 90% des cas, il y aura un rejet définitif de sa demande d'asile, justifié par le fait qu'il n'y a tout simplement pas droit. Mais à ce moment-là, si ça traîne trop longtemps, le demandeur a disparu dans la nature ou il a créé des liens avec des Français tels que il aura réussi son coup, entre guillemets, en ayant pris le temps nécessaire pour s'incruster en France, et nous n'arriverons pas à l'en faire partir. Et si la crédibilité de notre politique n'est pas assurée, alors la machine à faire venir de nouveaux faux demandeurs d'asile va être enclenchée indéfiniment. Vous croyez vraiment que les demandeurs d'asile viennent pour s'incruster en France? Mais oui, bien entendu. C'est une manière détournée d'immigrer en France en se prévalant d'un statut auquel on n'a pas le droit et en le sachant. D'abord, je pense que ce qui me gêne dans ce que vient de dire Philippe Bas, c'est qu'on donne le sentiment que ces personnes qui viennent en espérant pouvoir être accueillies en France sont en quelque sorte comme des délinquants. Ils vont le devenir s'ils restent en France de manière irrégulière. Mais quand ils arrivent, ils pensent, et ils le pensent d'autant plus, qu'il y a des filières d'immigration qui les conduisent. Et que aussi cela, il faut le faire, s'attaquer à la racine de ces filières qui organisent, qui demandent d'ailleurs de l'argent, souvent aux familles. C'est le cas d'ailleurs des jeunes mineurs étrangers isolés qui arrivent dans ces conditions et que nous sommes obligés d'accueillir et de garder compte tenu de leur statut. Et donc, je pense qu'il faut quand même traiter l'ensemble de ces personnes avec humanité. C'est la raison pour laquelle je nuancerai, c'est ce que vous avez dit, madame. Lorsque dans les CADA, dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, on se préoccupe de savoir s'ils vont avoir l'asile, mais s'ils ne l'ont pas, comment est-ce qu'ils vont être traités, je pense que ça peut commencer là, par ce travail d'humanité à faire à leur égard, pour leur faire comprendre que la France ne peut pas, comme l'avait dit Michel Rocard à l'époque, accueillir toute la misère du monde, mais elle doit prendre sa part. Donc c'est extrêmement difficile. Individuellement, chacune de ces personnes, on a envie de leur donner la chance. Et sur les lieux d'accueil, moi j'ai fait l'expérience comme maire, quand je l'étais encore de ma commune, où on a pu accueillir dans des lieux une quinzaine de personnes à la demande de l'État. Ça s'est fait avec l'aide des associations. Et ça s'est très bien fait. Et certains maintenant ont un emploi. Le vrai problème, c'est aussi la capacité. La France peut accueillir des gens qui sont demandeurs d'asile. Mais elle doit effectivement pouvoir renvoyer ceux qui n'ont pas cette qualité, mais qui souvent ont été aussi des victimes et qui sont passés par des chemins épouvantables. Pensons à cet esclavage dont certains sont victimes en Libye. Je pense qu'il faut traiter l'ensemble de ces sujets avec beaucoup d'humanité et beaucoup de modestie parce que c'est très compliqué. Et c'est le cas aujourd'hui avec la politique du gouvernement, selon vous, Sarah Belaïch, humanité et modestie? Moi, je dirais plutôt humanité et fermeté, puisqu'on l'a vu, l'un des objectifs du gouvernement, c'est d'expulser davantage. Donc le volet fermeté est clairement là. Le volet humanité concerne plutôt les demandeurs d'asile et les réfugiés.
En ce qui concerne les migrants économiques, c'est plutôt la fermeté qui s'applique. Dans les discours, il y a une très nette distinction entre les réfugiés et les migrants économiques, avec une tendance à considérer qu'un motif de migration est plus légitime que l'autre et que les migrants économiques n'ont pas vocation à rester sur le territoire et doivent être expulsés. Est-ce qu'on a pu chiffrer, Philippe Bas aussi ? Dans la politique du gouvernement, ni fermeté ni humanité. Pas de fermeté. Car dans le budget que nous discutons, il y a une diminution du nombre de reconduites à la frontière qui sont financées par rapport à 2017 et 2016. C'est très clair. Deuxièmement, je ne vois pas où est l'humanité quand l'Office français d'intégration et d'immigration se consacre de plus en plus à l'accueil des demandeurs d'asile au détriment de l'intégration des étrangers en situation régulière. Je crois que c'est une matière extrêmement difficile, évidemment, cette question de l'immigration. Aucun des étrangers qui viennent sur le sol national n'y vient par plaisir. Ils viennent effectivement parce qu'ils ont la vie dure et recherchent une amélioration de leur existence. Et donc je crois effectivement que tout ce qui relève de la prise en considération de la personne, de son respect, ça ce sont des choses essentielles. Mais le respect ne veut pas dire le laxisme. Quelqu'un qui n'a pas le droit d'être en France doit quitter notre pays et nous devons, sans complexe, nous donner les moyens de le faire dans le respect de chaque personne. Est-ce que la Commission des lois a chiffré les besoins, justement, à la fois pour le volet immigration et pour l'autre volet asile et intégration ? Mais vous voyez bien, quand on énonce le chiffre de 75 000 obligations de quitter le territoire national, de 56 000 déboutés du droit d'asile, vous avez là un nombre d'étrangers qui est disproportionné au nombre des reconduites à la frontière. Ce qui est financé dans le budget, c'est 15 000. Si on nous disait, je vais faire 20 000 en 2018, 25 000 en 2019, et ainsi de suite pour les années du quinquennat, je dirais, nous sommes sur la voie d'un progrès. Mais nous ne sommes pas du tout dans cette direction-là. Et nous ne voyons pas comment, matériellement, on va organiser le départ de ceux qui n'ont pas le droit de rester en France. Et donc, il y a en quelque sorte une vacuité de la politique de l'asile, de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas traitée comme une priorité nationale. Jacques Bigot, les crédits vont être débattus dans quelques instants dans l'hémicycle. Vous attendez une réponse particulière de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sur ces sujets ? Ça serait bien qu'il vienne nous indiquer un peu plus quel est l'axe qu'il entend prendre, comment est-ce qu'effectivement il veut assurer ses reconduites à la frontière, avec quels moyens et quels moyens il veut donner pour l'instant au centre de rétention. Mais je rejoins ce que dit Madame, il y a d'autres moyens de faire la rétention. Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, ne pas simplement garder pendant 4 mois ou même plus, comme on envisage, quelqu'un dans un centre de rétention, ce qui coûte beaucoup d'argent, pour ne pas forcément à la sortie arriver à le reconduire parce qu'on n'obtient pas l'accord du pays étranger dans lequel il devient revenir, ce qui est un vrai sujet. Et là, on est sur la politique internationale et étrangère. Eh bien, merci beaucoup Jacques Bigot, merci à vous Philippe Bas, merci Sarah Belaïch. On va continuer sur ce thème avec la réaction d'Esther Benbassa, sénatrice RDSE, qui est à votre micro, Saveria Rojek. Oui, absolument. Bonjour Esther Benbassa. Vous vous apprêtez bien sûr à vous exprimer dans l'hémicycle à propos de ces crédits de cette mission immigration, intégration et asile. Quel regard justement portez-vous sur ces budgets ? Écoutez, d'abord, je suis assez impressionnée négativement par le rapport du rapporteur spécial qui a utilisé quand même des phrases qui sont choquantes. Parce que je pense que aujourd'hui il faut avoir un peu de pudeur sur ces questions. Il dit que on vient chez nous parce que l'allocation attribuée aux réfugiés, aux demandeurs d'asile est de 300 et quelques euros et que c'est comme le salaire en Roumanie, donc ils préfèrent venir chez nous. Il faut arrêter quand même. On ne se fait pas tuer en route, on ne fait pas tout ce chemin, mais pour gagner
gagner 300 €. Je crois que là, il n'y a plus de limite. Et je suis choquée également parce qu'il y a eu une circulaire récemment, fin octobre, de M. Collomb demandant quand même au préfet d'être encore plus strict et répressif à l'endroit des demandeurs d'asile. Il faut quand même à un moment que tout ça s'arrête. Donc ce budget, si vous voulez, d'abord, il est augmenté d'un pourcentage pas très élevé, étant donné que jusque-là, les budgets asile étaient très bas. Donc cette augmentation est d'ailleurs insuffisante pour accueillir ces milliers de réfugiés qui sont en train d'arriver chez nous. De façon générale, le regard que vous portez sur cette politique migratoire, les crédits sont insuffisants. Les crédits sont insuffisants si on veut accueillir dans de bonnes conditions ces réfugiés. Nous sommes un pays moderne, un pays occidental, démocratique, et nous avons signé la Convention de Genève. Le droit du demandeur d'asile est un vrai droit qu'on doit respecter. Et dans un pays démocratique, nous avons signé cela. Et moi, j'ai été récemment, d'ailleurs avec Public Sénat, dans la Roya et à Menton, nous avons vu l'horreur de l'accueil des réfugiés. On rentre dans les trains, on chope les gens qui sont de couleur. D'ailleurs, parmi les gens qu'ils chopaient, ce sont les trains qui viennent de Ventimiglia en France. Et parmi les gens chopés, il y avait quelqu'un qui avait ses papiers. Et on a vu ce qui se passait aussi à la frontière entre Ventimiglia et la France. Schengen a disparu, bien sûr, dans cette région. Et tout ce qu'on fait aux solidaires qui aident ces pauvres gens à circuler, à venir, si vous voulez, en aide à ces personnes qui sont démunies. Très bien, merci Esther Benbassa. Je vais vous laisser rejoindre à l'hémicycle. On entend bien sûr la sonnerie, la séance reprend dans quelques instants. Merci beaucoup à vous. Merci Saveria, et justement on va retourner dans l'hémicycle où nous attend Tam Tranui. On vient d'entendre la sonnerie, Tam, la séance reprend justement sur ces crédits dédiés. On vient d'en parler avec mes invités à l'immigration. Et oui, à l'instant, on vient d'entendre la cloche sonner et effectivement, les débats vont reprendre cette mission immigration, asile et intégration, un sujet qui faisait l'objet de votre débat à l'instant, un budget dans le projet de loi de finances 2018 de 1,38 milliard d'euros. Et pour la majorité sénatoriale, eh bien, il est très clair que les moyens ne sont pas au rendez-vous, notamment en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, alors même que le discours du gouvernement en la matière est lui très offensif, et alors que l'on a entendu parler de cette circulaire du 20 novembre dans laquelle Gérard Collomb exhorte les préfets à la plus grande sévérité en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Alors avant cela, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, il y a également eu en séance le rejet de la mission sécurité, c'est-à-dire les crédits 2018 pour les forces de l'ordre. Je veux parler de la gendarmerie nationale, de la police nationale, puisque là encore, eh bien, les sénateurs ont estimé que les crédits n'étaient pas au rendez-vous, notamment en matière d'investissement, de fonctionnement. Pour eux, eh bien, le parc immobilier est vieillissant, tout comme les voitures. On manque de munitions, on manque de stands de tir. À noter également que tout à l'heure, il y a eu un débat enflammé dans l'hémicycle autour de l'expérimentation demandée par la gauche du récépissé pour éviter les contrôles d'identité abusifs et parfois discriminatoires, des contrôles d'identité montrés du doigt par de nombreuses ONG, et alors également que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État estiment qu'il y a là aussi des abus, mais sans surprise, eh bien, l'amendement qui était présenté par Marie-Pierre de La Gontrie n'a pas été adopté. Merci à vous, Tam, pour toutes vos explications. Emmanuel Macron attendu en Algérie. Le président français effectue demain son premier déplacement à Alger depuis son élection. Il veut s'adresser à la jeunesse et entend insister sur une vision renouvelée des relations entre la France et l'Afrique. Flora Sauvage. C'est au pas de charge qu'Emmanuel Macron va effectuer son déplacement demain à Alger.
Plutôt qu'une visite d'État, le président français a préféré une visite de travail de quelques heures seulement. Il redécollera le soir même pour le Qatar. Au programme de cette visite, un dépôt de gerbes au monument des martyrs qui honore les combattants tombés pour délivrer l'Algérie de la puissance coloniale, avant une audience avec le Premier ministre algérien et le président Abdelaziz Bouteflika. Lors de sa campagne, le candidat Emmanuel Macron avait tenu des mots très forts sur la colonisation. Des propos qui avaient provoqué une polémique en France. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. Emmanuel Macron arrive dans un pays qui connaît des difficultés. Le président Bouteflika est affaibli, victime d'un AVC en 2013. Il est en grande partie absent de la scène politique, ce qui crée une incertitude face à l'avenir. Au plan économique, la chute des cours du pétrole depuis 2014 prive le pays de la moitié de ses revenus. La priorité de cette visite éclair est donc le renforcement de la coopération économique, alors que la Chine est devenue le premier fournisseur de l'Algérie devant la France. Et elle fait partie des 2 parlementaires qui accompagneront demain Emmanuel Macron lors de sa visite éclair en Algérie. Samia Ghali, présidente du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Vous êtes par ailleurs sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous. Cette visite éclair, elle se fera sans grand discours. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec l'ambition affichée d'Emmanuel Macron de tourner la page du passé en Algérie ? D'abord, c'est une visite effectivement éclair, mais en même temps une visite nécessaire. Et ce sera que la première visite. Il y en aura certainement d'autres. Et il est important qu'il y en ait d'autres d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de faire une visite d'une journée, de disparaître et ensuite de ne plus revenir ou revenir un an après. Donc ça, je crois que c'est essentiel de le dire. Moi, je suis heureuse de pouvoir participer de cette visite et justement de pouvoir commencer, notamment dans ma fonction de présidente du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, de pouvoir travailler et essayer d'œuvrer justement à ce rapprochement où on a perdu beaucoup de temps. Il est attendu en ami, Emmanuel Macron, en Algérie ? Vous savez, l'Algérie, c'est un peuple qui aime toujours recevoir en ami. En général, quand on vous reçoit en Algérie, c'est qu'on vous reçoit déjà en ami ou alors on ne vous reçoit pas. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est toujours important qu'un président de la République, notamment le président de la République française, se retrouve en Algérie. L'Algérie, c'est pas un pays commun, c'est pas un pays qui n'a pas d'histoire avec la France et qui n'a pas une histoire commune avec la France. Et donc, il est essentiel de renouer, je dirais, même mieux que ça, de bien nouer ces relations entre la France et l'Algérie. Il y a cette volonté d'apaiser les mémoires. On a réentendu sa sortie sur les crimes contre l'humanité. Il y aura de la repentance, vous pensez, de la part du chef de l'État ? Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je crois que les Algériens n'attendent pas ça de toute manière. Les Algériens ou les Français, ce n'est pas ce qu'ils attendent aujourd'hui de la relation entre l'Algérie et la France. Donc ils ont tourné la page ? Tourner la page, je crois que, vous savez, quand... Cette phrase reste dans les esprits, c'est ce qu'on a pu dire. Oui, bien sûr, cette phrase, elle reste dans l'esprit. Bien sûr que l'histoire reste toujours dans l'esprit. On le voit encore aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr que l'histoire, elle est là. On l'effacera pas. Donc, il est clair que chacun a sa propre, je dirais, conscience et raconte sa propre histoire d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est pas d'aller réécrire une autre histoire. C'est tout simplement de ne pas vouloir effacer ce qui s'est passé parce qu'on l'effacera pas et que ça a fait partie de l'histoire et de la France et de l'Algérie. Mais pour autant, il faut travailler à l'avenir parce que si on regarde que toujours dans le rétroviseur, on va avoir du mal à avancer et à construire ensemble. Donc il faut que l'Algérie et la France se dépassent justement sur ces questions-là, arrivent à passer outre et arriver à construire autre chose pour demain. On l'a rappelé, c'est le premier président en exercice finalement qui est né après les accords d'Évian. On sait qu'il veut s'adresser aux nouvelles générations, à l'Algérie de demain. Quel peut être le message qu'il va adresser justement à la jeunesse ? Écoutez, je crois que c'est important que justement à cette jeunesse, d'abord l'Algérie a une jeunesse
importante et qui quand même compte beaucoup. Et il y a la jeunesse aussi de France qui sont ces Français d'origine algérienne et qui regardent aussi l'Algérie de l'autre côté en se disant finalement on est si proches, on a un ADN commun et finalement on n'arrive pas spécialement à construire ensemble. Et je crois que c'est l'avenir de demain. D'abord parce que la France a besoin de l'Algérie et que l'Algérie a besoin de la France. Et pour ma part, je vois notamment sur Marseille, Marseille doit devenir d'ailleurs la capitale méditerranéenne entre justement cette Afrique du Nord avec laquelle on a besoin de tisser des liens, et notamment avec l'Algérie. Les questions portuaires, elles comptent. Je crois qu'on ne peut pas se passer de cela. Moi, je vois sur Marseille, notamment dans le territoire où je suis élue, on a aujourd'hui une communauté chinoise, notamment des grossistes chinois qui sont venus s'installer sur Marseille parce qu'ils ont en relation directe avec l'Algérie et qui se sont rapprochés finalement de l'Algérie tout en restant en France. Et bien ça, c'est important. Et c'est important que la France joue ce rôle-là. Et j'espère que ça, on va arriver à le comprendre. Et notamment chez les PME, par exemple. On a plein de PME, de chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises qui, eux, ont besoin aussi de se développer en Algérie. Et inversement, en Algérie, il y a aussi des sociétés qui ont besoin aussi de venir investir en France ou venir se développer en France. Et je crois que c'est important de ce partenariat, de le renouer. Et c'est à travers cela qu'on arrivera d'ailleurs mieux à peut-être ensuite parler de notre histoire commune et peut-être des sujets qui peuvent fâcher aujourd'hui parce que c'est clivant quand on parle de l'histoire de la guerre d'Algérie. Mais il est clair qu'il faut en parler. Il faut en parler de manière décomplexée. Et il faut en parler sans se sentir ni insulté, ni... Il n'est plus libre par sa jeunesse, le fait qu'il n'ait pas ce lien physique avec l'Algérie par rapport aux c'est bien que ah oui, mais moi je l'ai toujours dit et je vous assure que je crois que c'est important que justement le président n'ait pas ce lien avec l'histoire et ça c'est pas rien quoi, parce que ça permet peut-être justement de le faire de manière plus détachée, avec moins finalement cette rancœur peut-être ou cette nostalgie, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler en fonction de qui ça concerne, mais surtout justement avec un regard justement plus détaché et un regard peut-être plus neuf et qui permet de donner aussi de l'espoir, parce que je crois que c'est ça dont le peuple algérien a besoin, c'est de l'espoir. Parmi les volets qui sont abordés, Samia Ghali, il y a aussi la question de la sécurité, du terrorisme. On sait que l'Algérie est un allié clé pour la sécurité, exactement, notamment au Sahel. Est-ce que vous pensez que le chef d'État peut faire évoluer l'Algérie sur ce point? On sait qu'elle ne fait pas partie du G5 Sahel et se refuse donc d'intervenir en dehors des frontières. Écoutez, je crois que là, l'Algérie est encore libre de pouvoir décider de comment elle gère sa question de sécurité intérieure et je dirais à ses frontières et en extérieur. Je crois que l'Algérie a été un pays qui a souffert. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai de la famille en Algérie, donc je sais combien les années 90 ont été des moments douloureux où l'Algérie se retrouvait seule aussi, pas soutenue. Notamment par les pays européens, pas soutenus en pensant que ça se passait là-bas et que ça n'arriverait jamais chez nous. On voit bien aujourd'hui que c'est pas aussi simple que ça. Et donc je comprends que... Mais est-ce qu'Alger peut davantage coopérer avec Paris sur les questions de lutte contre le djihadisme? Mais je n'ai aucun doute du fait que ça doit déjà se faire et que ça se fait certainement. L'Algérie est un des premiers pays qui a combattu et qui combat le terrorisme, et l'Algérie sait de quoi elle sait de quoi elle parle, puisque c'est un pays c'est une nation qui a souffert et donc qui comprend, qui sait quels dégâts peut faire justement le terrorisme et l'intégrisme. Donc je crois que là, on a un allié, la France a un allié, nous avons un allié vraiment de poids sur lequel vraiment nous pouvons compter. Et moi je sais que le gouvernement algérien, les Algériens sont très attachés à cette liberté. Ils l'ont payé de leur vie pour certains. Le président Abdelaziz Bouteflika est affaibli depuis 2013, depuis un AVC. Flora Sauvage le rappelait. Est-ce que vous pensez qu'il est encore en mesure de diriger le pays? Certains disent qu'il voudrait se représenter pour un nouveau mandat. Ça ferait le 6e. Écoutez, je ne sais pas s'il va se représenter pour un nouveau mandat ou pas. Je crois que ça, c'est aux Algériens de le décider. C'est ça la démocratie. Qu'en aucun cas, et encore une fois, notre rôle de Français, c'est pas aller de nous immiscer dans la politique intérieure de l'Algérie. C'est de pouvoir travailler avec l'Algérie, mais justement avec un regard d'égal à égal et pas commencer à donner des leçons. Ouais.
Je le disais avant de commencer cette interview, vous présidez le groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Quel va être le programme de travail de ce groupe ? Écoutez, je n'ai pas encore rencontré l'ensemble des membres du groupe parce qu'ils n'ont pas encore tous été désignés, ou en tout cas, je n'ai pas la liste complète. Mais il est clair qu'une fois que j'aurai la liste totale du groupe d'amitié, nous aurons d'abord une réunion pour nous apprendre à nous connaître les uns et les autres. On aura une discussion entre nous pour savoir justement sur quel thème et quelles seront les priorités à aborder entre l'Algérie et la France, mais certainement avec peut-être une fiche de conduite qui sera celle du président de la République en fonction de ce qu'il fera. Je pense que c'est d'où l'intérêt de faire les choses de manière complémentaire et pas dispersée. Merci beaucoup à Samia Ghali d'être venue sur ce plateau. On continue les réactions politiques au Sénat avec vous, Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. À vos côtés, Sébastien Meurant, sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Bonjour Sébastien Meurant, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes donc le rapporteur de cette mission Immigration, Asile et Intégration. Quel est votre jugement sur ce budget ? Quel regard portez-vous sur ces budgets justement ? Alors un budget insincère, toujours sous-budgétisé, moins que l'année dernière, mais sous-budgétisé parce que rien n'est consolidé. Donc cette mission a 3 termes: intégration, partie congrue, asile, l'essentiel, avec des délais de traitement absolument incroyables, pas du tout d'anticipation sur les flux du nombre de migrants, de personnes qui sont amenées ou qu'on laisse rentrer sur le territoire. Et on voit très bien, lorsqu'on examine en fait toutes les missions de l'État, d'autres lignes budgétaires qui ne sont pas dans ce budget-là. Donc insincérité parce que non consolidée. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autres lignes budgétaires qui ne sont pas dans ce budget ? Eh bien sur la mission par exemple Europe, vous trouvez près de 70 millions d'euros qui sont alloués à la Turquie pour retenir les migrants. Dans un certain nombre d'autres lignes budgétaires de l'État, on trouve des missions qui devraient être dans cette mission asile, intégration. Donc c'est illogique selon vous ? C'est en termes simplement financiers, la non-consolidation de tous les aspects de cette mission sur l'immigration rend ce budget manifestement insincère. Alors néanmoins, il y a des budgets dans cette mission qui augmentent, le budget intégration augmente, mais celui effectivement sur la lutte contre l'immigration irrégulière est en baisse de 7%. Sur l'éloignement, oui. Alors là, il y a une incohérence majeure puisqu'on voit se développer le nombre de primo-migrants, primo-arrivants, donc il y a plus de primo-migrants, et l'éloignement baisse. Donc il y a plus de primo-migrants. Normalement, il devrait y avoir plus d'expulsions. On sait très bien que cette ligne budgétaire est notoirement sous-budgétisée. Tout simplement, nous n'avons pas de politique en matière d'immigration. Nous subissons. Donc c'est le drame. Et c'est, à mon avis, la question centrale. Nous sommes en train de débattre de la sécurité. Les causes de l'insécurité, moi je lis le terrorisme, je lis l'insécurité et je lis effectivement le fait de ne pas choisir qui est-ce qui rentre dans le territoire. Et en fait, on sait très bien qu'on expulse très très peu, environ 12 000 personnes, ce qui est dramatique, puisqu'on estime à le nombre de personnes qui sont déboutées du droit d'asile, donc tout ça c'est officiel, aux environs de plus de 50 000 personnes dans l'année. Donc on expulse 12 000 personnes, faites le détail, faites le delta tout simplement, et en parlant que de l'immigration enregistrée régulière. Bien sûr, de pas tout ce qui est détourné. Quelles mesures concrètes préconisez-vous sur ces budgets ? Alors sur les budgets, c'est d'abord de les consolider, d'avoir une ferme volonté de maîtriser qui est-ce qui rentre sur le territoire. Des pays réussissent, l'Australie, le Japon. Nous, à une époque, nous avions une politique d'immigration. Ne rentrait pas qui voulait entrer sur le territoire. Nous avons tous les moyens pour le faire. Le général italien de l'OTAN, numéro 2 de l'OTAN, déclarait là, cet été qu'en quelques jours, la marine italienne est capable de couper les routes de ces trafiquants d'êtres humains. Et c'est le drame. Nous avons la recrudescence de l'esclavage. Donc notre complaisance vis-à-vis de l'immigration engendre ces trafics d'êtres humains qui rapportent plus d'argent aujourd'hui que les trafics d'armes et le trafic de drogue. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. La réforme de l'IRFM arrive au Sénat. Après, les députés et les sénateurs vont fixer de nouvelles règles pour leurs frais de mandat, comme les y oblige, notamment la loi pour la confiance dans la vie politique. Un bureau est prévu jeudi pour entériner ce changement. Audrey Vuettaz. Être parlementaire, ça a un coût. Des frais de bouche, des fournitures, des déplacements. Pour couvrir ces dépenses, une enveloppe leur est allouée.
l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Jusqu'à présent, ils pouvaient la dépenser à leur guise, sans contrôle, mais la loi de moralisation de la vie publique est passée par là. À partir du 1er janvier 2018, ces dépenses seront contrôlées. Le bureau du Sénat doit fixer jeudi les modalités précises, mais l'on parle déjà d'un système d'avance sur frais. Les sénateurs devront justifier leurs dépenses lors de contrôles aléatoires, au moins un par mandat. Des contrôles qui devraient être exercés par les sénateurs membres du comité déontologique du Sénat. L'idée générale est plutôt bien accueillie ce matin. Il faut garder les factures. Moi, je les garde d'habitude. Moi, je suis chef d'entreprise. Dans notre entreprise, dans nos entreprises, on a toujours eu l'habitude de justifier les frais engagés par les dirigeants avec des choses très précises. La seule chose que je ne souhaite pas, c'est qu'on rajoute une suradministration à l'administration. J'ai entendu qu'à l'Assemblée nationale, ils avaient recruté autour de 110 ou 150 collaborateurs. Quand on voit le coût... Néanmoins, il devrait rester une petite part de l'enveloppe que les sénateurs n'auront pas à justifier. Des petites dépenses comme le stationnement ou la participation à une tombola. On parle de 885 €, 15% de l'enveloppe totale qui baisserait un peu en 2018 pour arriver à 5 900 € par mois. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Laborde, bonjour. Vous êtes sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Vous êtes membre du comité de déontologie parlementaire du Sénat. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Olivier Cigolotti, bonsoir. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Loire. Vous faites également partie de ce même comité de déontologie. Merci d'être avec nous. Bernard Lalande est également sur ce plateau. Bonsoir. Questeur du Sénat, sénateur socialiste de Charente-Maritime. J'accueille enfin Samuel Le Goff. Bonsoir. Journaliste politique à Contexte, vous êtes spécialiste des questions parlementaires. Et Benjamin Morel, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez obtenu le prix de thèse du Sénat pour votre thèse « Le Sénat et sa légitimité. L'institution interprète d'un rôle constitutionnel ». Merci à vous. Première question pour vous, peut-être à vous, monsieur le questeur. Est-ce que ce qui a été dit pour l'instant, est-ce qu'il va être voté jeudi, entériné lors du bureau du Sénat sur cette réforme de l'IRFM, très attendue d'ailleurs? Alors, elle était très attendue, maintenant elle est imposée par la loi. Et le raisonnement qui a été celui de la questure, ça a été de considérer qu'on nous demandait de justifier les frais avec une pièce. Donc toute l'architecture des frais de mandat, qui ne s'appelle plus IRFM, donc c'est une avance et non plus une indemnité. La différence est importante, parce que lorsqu'on fait une avance, ça veut dire que quelque part il faut y imputer un certain nombre de frais, et que si on n'a pas dépensé l'avance, on est obligé de la restituer. Donc, on connaît ça dans le monde de l'entreprise, mais on connaît ça un petit peu partout. On avance des frais à quelqu'un qui va les dépenser en disant, eh bien, je ramène les pièces justificatives et je restitue la différence. Donc, le grand principe, ou le grand principe des frais de mandat, c'est une avance et on doit justifier tous les frais. Autre élément qui était prévu dans la loi, c'est le contrôle. Deux moyens de contrôler, ou demander à l'administration du Sénat de procéder au contrôle, ou de demander à des tiers de confiance, et en particulier aussi à un comité de déontologie, qui est donc un comité qui n'est pas obligatoirement un comité de professionnels du chiffre, mais qui fera appel à des professionnels du chiffre pour contrôler les comptes des sénateurs, qui auront été tirés certes au sort, en fonction d'un tirage bien sûr aléatoire. Tout le monde sera contrôlé, mais en fonction d'un certain nombre de critères. Vous habitez à la campagne, vous habitez à la ville, peu importe. En tout cas, il y a une habitude chez les professionnels du chiffre, en tout cas chez les commissaires aux comptes comme chez les experts comptables, de procéder de cette manière-là et d'arriver à trouver une table de concordance pour trouver les différents éléments qui permettront d'assurer un contrôle réaliste de façon indépendante par ce comité de déontologie. Donc c'est une vraie réforme par rapport à ce qui existait auparavant. Ouais. Olivier Cigolotti, le contrôle sera aléatoire, indépendant suffisamment, selon vous ? Oui, tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais rectifier ce qui a été évoqué en préambule. Lorsque l'on évoque le fait que jusqu'à présent, il était possible de faire un peu tout et n'importe quoi, ce n'était pas le cas. Il y avait d'ores et déjà un guide de déontologie du sénateur au Sénat, ça existait, c'était appliqué. D'autre part, il a été dit qu'une partie de l'avance qui serait faite pourrait être dépensée sans justification. Ce n'est pas le cas. Une partie, effectivement, d'un montant approximatif de 885 €, environ 15% de l'avance mensuelle, pourrait être dépensée et justifiée par le sénateur.
et non pas par un tiers. Je crois que c'est important de ne pas laisser dire que l'on pourrait, comme ça, dépenser une certaine somme sans justification. Ce n'est absolument pas le cas. Je crois que les contrôles, effectivement, seront indépendants. Le comité de déontologie veillera à l'indépendance de ces contrôles. Nous avons une discussion au sein du comité pour que le comité se limite à formuler des observations. C'est-à-dire qu'en cas d'irrégularité constatée sur la situation... Puisqu'il est jugé parti jusqu'à présent, le comité de déontologie. D'où l'intérêt, effectivement, de formuler des observations et de laisser le soin au bureau du Sénat de demander éventuellement un remboursement ou de demander des compléments d'information sur la situation du sénateur. Nous ne serons que des contrôleurs aléatoires, effectivement, de situations, comme l'a évoqué notre collègue, tirées au sort. Normalement, chaque sénateur, chaque collègue devrait faire l'objet d'un contrôle dans le cours de son mandat et nous ferons les remarques qui s'imposeront dans le cadre d'un référentiel très précis qui a été établi par nos questeurs, qui a fait l'objet d'une discussion également au sein du comité de déontologie. Nous avons formulé plus de 34 remarques sur ce référentiel qui ont été prises en compte et qui feront l'objet d'une décision finale lors du bureau, effectivement, du 7 décembre prochain. Ouais. Il y aura des sanctions également, Madame Lamont. Alors, il y aura des sanctions, mais qui ne seront pas données par, évidemment, le comité de déontologie. C'est au bureau du Sénat de prendre aussi sa part de responsabilité, puisqu'il y a 3 niveaux. Il y a les questeurs, il y a le comité déontologie, et au final, il y a le bureau du Sénat. Le choix qui a été fait au Sénat, en effet, c'est de faire appel à des cabinets de comptabilité, parce que embaucher des personnes qui appartiennent au Sénat, c'est un petit peu être jugé parti aussi. Il y a des personnes qui sont payées pour ça, qui font très bien ce travail au niveau d'entreprises diverses et variées. Elles peuvent aussi le faire au sein du Sénat. Donc, et par rapport à ce que disait mon collègue sur l'enveloppe autorisée de 885 €, il est évident que si un sénateur enlève tous les premiers du mois 885 € systématiquement, etc., ça fera peut-être sourire. Ils seront peut-être les premiers contrôlés. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut avoir de la décence et donc gérer de façon raisonnable, comme cela nous est conseillé et demandé maintenant dans la loi. Ouais, Samuel Le Goff, on a vu aujourd'hui Agnès Roblot-Troisier, c'est la déontologue, mais côté Assemblée cette fois, un petit peu perplexe sur la réforme en cours à l'Assemblée nationale. Ça reste très en deçà des objectifs législatifs. Est-ce que les sénateurs répondent mieux aux objectifs imposés par la loi, selon vous ? Alors je dirais qu'on a fait beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses autour de cette réforme. Finalement, il faut quand même la ramener à sa juste mesure. Et effectivement, il y a eu des abus sur l'IRFM autrefois, que ce soit Assemblée, Sénat. Notamment sur l'achat de permanence parlementaire, c'est peut-être ou l'utilisation pour des vacances privées. Problème qui se réglait de fait par le non-cumul des mandats. Puisqu'un parlementaire qui n'a que son mandat de parlementaire, son IRFM, il la consomme entièrement pour ses frais de mandat. Le problème venait des cumulards qui pouvaient imputer leurs frais sur un autre mandat. Donc ensuite, la loi a été votée justement pour répondre à cette demande, à cette indignation. Et aujourd'hui, on retombe sur quasiment un modèle, quasiment ce qui existait avant, mais un peu plus contrôlé, un peu plus carré. Avec le contrôle, Samuel Le Goff. Mais en termes de contrôle, au Sénat, on est quand même sur un contrôle exercé par des sénateurs sur des sénateurs, sans la moindre personnalité extérieure, puisque l'aide technique qui viendra sera une aide purement technique, c'est un expert comptable qui vous dira, mais à aucun moment, le public ne saura si un sénateur a eu un problème. Beaucoup de choses vont sans doute se régler en interne, c'est-à-dire que ça va être de l'autorégulation. À l'Assemblée, ça va la même chose, puisque ce que craint la déontologue, c'est de ne pas avoir les moyens d'assurer ce contrôle. Elle assure déjà un conseil déontologique auprès de députés. Elle est débordée depuis le mois de juin parce qu'ils sont nouveaux, ils ne connaissent pas, ils ont peur de faire des erreurs. Elle doit assurer la gestion du registre des lobbyistes. Si en plus, elle assure le contrôle des notes de frais, il y aura forcément des problèmes, des gens qui seront suspects. Enfin, elle a peur de ne pas y arriver, effectivement. Il faudrait quand même trouver un système, mais la vraie question, le vrai cœur du problème, c'est qui décide de faire les contrôles et qui a la main sur la communication. Peut-être la réponse de Bernard Lalande avant de vous donner la parole, Benjamin Morel. Oui, je crois qu'il y a une méconnaissance du mécanisme. En fait, il a été demandé au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, qui est lié par des règles de déontologie et qui est considéré comme compétent en matière de contrôle, que ce soit par la haute autorité ou d'ailleurs par la loi sur le fait de la certification des comptes de campagne, etc. Donc on a demandé au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables d'être les contrôleurs pour le compte du comité de déontologie. Les contrôleurs, qui seront donc des professionnels, émettront non pas un avis, puisqu'il n'est pas à eux d'émettre un avis, ils feront part de leur contrôle en disant: nous estimons, après avoir vérifié, etc., que est-ce que les dépenses sont raisonnables,
qui est un critère qui n'existait pas. Est-ce que les dépenses sont faites dans l'intérêt du mandat? Alors, ils ne vont pas le qualifier, ils vont simplement relever un certain nombre de choses. Et est-ce que les dépenses qui ont été effectuées sont compatibles avec les différents éléments qui pourront être mis à leur connaissance? À partir de ce moment-là, le comité de déontologie, saisi d'un rapport individuel par sénateur, et pas collectivement, mais individuel par sénateur, aura à consulter, consultera éventuellement le sénateur en disant, il y a 2 cas de figure. Le premier, les dépenses ont été faites sans justificatif. Elles doivent donc être remboursées. Le deuxième, c'est que les dépenses ont été peut-être été exagérées, et dans ces conditions-là, le remboursement s'imputera sur l'avance annuelle. Il n'y aura donc, si vous voulez, on va avoir une avance de 5 900 €. Si vous n'avez consommé avec justification que 4 000 € par mois, en disant à la fin de l'année, vous restituerez les 1 900 €. Donc en fin de compte, ça les compteurs seront remis à zéro l'année suivante, Bernard Lalande. Les compteurs seront remis à zéro. Tout ça, c'est quelque chose qui existe Benjamin déjà. C'est-à-dire que ce n'était pas appliqué, mais que le reliquat ensuite soit récupéré par l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'était quelque chose qui existait déjà avec l'IRFM. Et je rejoins Samuel Le Goff sur une idée, c'est qu'en fait, cette réforme... alors, c'était pas appliqué, mais ça existait dans le texte. Donc, je rejoins Samuel Le Goff sur quelque chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de révolution. Il y a un contrôle qui est un peu plus strict, qui est exercé par le politique sur le politique, et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ce n'est peut-être pas à l'administration de contrôler des choses, etc. Néanmoins, on reste dans un modèle qui, sur le fond, est très similaire à l'IRFM. Et là, il est intéressant un peu de tracer la généalogie de cette réforme. Il ne faut pas oublier que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron disait l'IRFM, ça doit disparaître, on va tout fusionner, et les parlementaires auront un salaire plus gros, imposable, qui leur permettra d'assumer l'ensemble de leurs frais. Ça n'a pas été son choix, ça n'a pas été le choix du gouvernement. Néanmoins, on voit qu'une nouvelle majorité qui arrive à l'Assemblée nationale avec l'idée de tout faire exploser, qui peu à peu rentre dans ses pénates et comprend peu à peu comment ça fonctionne, arrive à une solution à peu près similaire que celle qui a été adoptée en 1997. Donc là, il faut quand même relativiser. Est-ce qu'on n'a pas fait, avec cette réforme, au bout du compte, quelque chose de plus complexe que ce qui existait déjà? Si on prend pour l'instant, puisqu'on n'a pas tout à fait les détails de ce qui va se passer au Sénat, enfin vous en savez beaucoup plus que moi, si on prend ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on voit que la solution qui a été trouvée à l'Assemblée nationale, en fait, est pour beaucoup plus bancale que ce qui existait avant. Il y a un certain nombre de frais qui n'entraient pas dans le champ de l'IRFM qui vont y rentrer. Je pense notamment à la rémunération des stagiaires. Maintenant, ça va y rentrer. Donc en fait, un certain nombre d'abus qui n'étaient pas possibles avec l'IRFM, je parle pour l'Assemblée nationale, seront possibles aujourd'hui. Donc il y a tout de même une interrogation à avoir sur la maturité de cette réforme. Je parle de l'Assemblée nationale. Françoise Laborde. Ah non, mais je ne peux pas laisser dire que payer un stagiaire, c'est un abus. C'est dans la loi, monsieur. Donc il faut bien qu'on la paye. Il faut bien la payer sur quelque chose. Sur l'enveloppe collaborateur. Mais non, le collaborateur ne le permet pas. Et ce n'était pas permis à l'Assemblée nationale avant. Et oui, mais je suis désolée de vous dire ça. Mon enveloppe, puisque je parle de ce que je connais, c'est-à-dire moi, excusez-moi, j'ai une enveloppe collaborateur, j'ai 2 collaborateurs en ce moment, enfin collaboratrices d'ailleurs. Pendant une période, j'ai eu un demi, je vais reprendre donc un demi. Ben, à 2,5, mon enveloppe est dépensée. Ah, ça, c'est une autre question. Je veux non, bien, mais attendez, on ne peut pas les payer 3 francs 6 sous. Vous prêchez donc, un converti. si j'ai un stagiaire, c'est dans la loi, je dois payer mon stagiaire, je l'ai toujours payé sur l'IRFM. Vous prêchez un converti. Et je ne dis pas que c'est un abus. Ça, je ne peux pas laisser dire ça. Vous prêchez un converti sur le fait que l'enveloppe collaborateur est trop faible. N'empêche que c'est pas parce que l'enveloppe collaborateur est trop faible, voilà. Mais c'est pas un abus, je peux pas Olivier le dire. Sigolot. Vous ne pouvez pas impliquer des dépenses pour quelque chose qui n'est Ah si, c'est voilà. Moi, si j'ai un stagiaire, c'est dans le cadre de mon mandat. Je voudrais savoir aussi si finalement ces mesures vont permettre de rétablir la confiance dans la vie politique. Ça, c'était le grand objectif affiché. Je crois que l'objectif n'est pas de faire du voyeurisme ou de l'antiparlementarisme. L'objectif de la loi est de donner plus de transparence à l'utilisation des fonds qui nous sont alloués dans le cadre de notre mandat. Donc je crois qu'effectivement, il y a un choix qui a été fait aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat de donner cette transparence. Et la justification
des dépenses va générer effectivement l'obligation de conserver les justificatifs, mais ne va pas révolutionner, le content de cette réforme. Il traîne un peu certes, des pieds pour certes, parce que une vous savez, expression familière. Lorsque l'on modifie effectivement quelques habitudes, on génère inévitablement quelques mécontentements. Mais sur le fond, on ne va pas réformer en totalité l'utilisation de l'IRFM, des frais de mandat. Il suffira simplement sur une application informatique ou sur une application sur un smartphone de justifier, de scanner la dépense et de l'introduire sur un coffre-fort numérique. Je pense que c'est à la portée de bon nombre de nos collègues, ça devrait être fait assez facilement. L'application n'est pas encore élaborée, elle n'est pas réalisée, mais ça devrait être fait rapidement. L'objectif, rappelons-nous-le, est de donner de la transparence. Et contrairement à ce que dit M. Le Goff, ce n'est pas de faire du voyeurisme ou de donner en pâture au public l'utilisation des fonds. Voilà. Samuel Le Goff et ensuite Bernard Lanoux. Je n'ai jamais dit que c'était du voyeurisme. Simplement, la question qui a été posée par cette loi, c'est la confiance du public. Or, la confiance implique qu'il y ait soit un contrôle indépendant, ou au moins une confiance des citoyens dans le contrôleur. Or, le système qui est adopté au Sénat, c'est un comité composé de sénateurs. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui tourne en rond et qui même s'il y a des experts comptables indépendants, c'est ce que rappelle Bernard Lanoux. Le cabinet comptable rend compte au comité de déontologie. Alors qui pour exercer ce contrôle indépendant? Il le fait dans une entreprise. Vous préférez embaucher des fonctionnaires supplémentaires pour le faire? Ce que je dis, c'est que simplement à partir du moment où le comité vous rend, l'expert comptable vous rend un avis qui reste secret, c'est-à-dire qui n'est pas communiqué, et que c'est vous qui décidez s'il y a lieu de continuer et de transmettre au bureau ou pas, à partir de ce moment-là, le public ne voit rien. C'est un processus qui n'est pas transparent. Alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a une déontologie extérieure, donc on peut espérer que justement le fait que ce soit une personnalité extérieure peut créer la confiance. Mais qui nomme le déontologue? Mais comme elle est toute seule pour 500, elle est toute seule pour 500 et quelques. On n'est pas à l'optimum de ce qui peut être souhaitable pour rétablir la confiance, on est d'accord, mais au Sénat, la question n'est pas est-ce que le contrôle est bien fait, c'est est-ce que le citoyen peut se dire que le contrôle est bien fait. C'est une question, comme les conflits d'intérêts, tout est dans l'apparence et dans l'idée que se fait le public. Les citoyens peuvent admettre que l'on embauche plus de 100 personnes pour effectuer ce contrôle. Je suis un petit peu surpris par cette argumentation. Surpris parce que autant elle pouvait avoir une raison peut-être précédemment, mais en fait, on dit qu'il ne faut pas faire d'antiparlementarisme. Mais on confie à un tiers extérieur de confiance la possibilité de faire des contrôles. C'est-à-dire que cette fois, si c'est un tiers de confiance et si les contrôles sont bien faits, à un moment donné, c'est ce que je crois, puisque on a géré une confiance dans cette profession, à un moment donné, il va y avoir un rapport. Et maintenant, créer la suspicion sur un comité de déontologie composé de 7 sénateurs, qui quelque part auront, et ça a été très bien dit tout à l'heure, non pas à juger en opportunité, simplement de dire... Est-ce que ces dépenses ne sont pas raisonnables? Qui peut estimer une dépense raisonnable par un sénateur que l'ensemble des sénateurs par rapport? Qui? Attendez, maintenant, par rapport à la transparence dont vous parlez, est-ce que vous trouvez naturel, juste, qu'à un moment donné, le contrôle de parlementaires par rapport à des frais, qui seront de toute façon différents d'une région à une autre, d'un sénateur à un autre. La permanence que vous payez à Paris n'est pas la même que celle que vous payez à Montendre dans mon village. C'est pas le même prix. Qu'est-ce que sera le focus qui sera donné sur tel sénateur ou sur tel autre? Je dois dire, si vous voulez, qu'il faut à un moment donné considérer que les sénateurs sont des gens tout aussi honnêtes que n'importe qui, et que le fait d'avoir mis en place un système de contrôle extérieur, et on peut faire confiance à cette profession pour dire que si à un moment donné elle est désavouée, elle s'en ira, ça fait partie des systèmes. Je crois qu'il faut arrêter de faire un procès en disant ceux qui sont procureurs sont vertueux et ceux qui sont chargés du contrôle sont de toute façon par nature interprétatifs. Je pense que Samuel Le Goff ne faisait pas de procès, il se demandait en fait quelle était la meilleure façon de permettre une meilleure confiance. Donnez-nous-la. Attention. Vous avez la solution. J'ai pas la solution. Justement, j'aimerais reposer les bases du problème. Le problème, c'est de ne pas faire. Ce n'est pas de ne pas faire confiance aux parlementaires, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut renforcer cette confiance. Et les solutions ne sont pas très très simples. Encore une fois, pour les exposer simplement, soit vous recrutez en effet une armée d'administrateurs qui va contrôler avec des risques de fuite qui plus est, donc le risque d'avoir de moins en moins de confiance dans la vie politique parce que vous allez avoir des fuites dans le canard enchaîné tous les 4 matins, ce qui ne va pas du tout servir. Soit vous faites appel
à une audite extérieure, avec les mêmes risques, peut-être un peu moins grandes. Mais dans ce cas-là, en effet, on peut se demander quel est le statut du rapport. Est-ce qu'il doit être public? Est-ce qu'il ne doit pas être public? Et qu'est-ce qu'on doit voir dans ce rapport? Ou est-ce qu'on confie aux politiques le soin de contrôler le politique? Ce qui est une option, ce qui est l'option qui peut être choisie. Mais dans ce cas-là, se pose la question de est-ce qu'on renforce réellement la confiance des citoyens? Ça, c'est une vraie question. Et objectivement, je ne suis pas sûr que cette réforme va apparaître plus lisible, va permettre aux citoyens d'avoir plus confiance dans la vie politique. Mais encore une fois, l'initiative de base, l'idée de base, celle qui a été proposée par la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, elle-même était un peu viciée, puisqu'il s'agissait à l'origine de dire les choses ne vont pas, nous allons tout renouveler, alors qu'en fait, nous ne savons pas réellement comment ça fonctionne. Samuel Le Goff, le débat tel qu'il tourne en ce moment est très révélateur d'un vrai blocage, c'est-à-dire que dès que l'on aborde auprès de parlementaires tout ce qui tourne autour de l'exercice de leur mandat, ils se braquent et se sentent agressés. Ah non, c'est vous. Non, voilà. Et donc, non, mais pas pour avoir des frais. Pour la loi, vous nous faites confiance. Pour avoir vécu un certain nombre de lois sur la presse, un certain nombre de lois depuis un certain nombre de lois depuis 2013. Un certain nombre de lois depuis 2013, loi sur la transparence, loi sur le cumul des mandats. Dès qu'on aborde ces questions-là, même si c'est pas une question d'argent, c'est l'exercice du mandat, il y a un sentiment chez les élus de se faire agresser, de se faire attaquer, de se faire tuer au pilori. Ils sont à 99,9% honnêtes. Ils n'ont pas besoin d'un procureur pour dire qu'ils sont malhonnêtes. En matière de transparence, je crois que nous n'avons pas de leçon à recevoir. Les mots qui sortent, c'est procureur, c'est procès, mais... Non, mais je crois que nous ne sommes pas dans une posture spécifique. En matière de transparence, nous n'avons pas de leçon à recevoir. Nous déclarons notre patrimoine déjà depuis un certain nombre d'années. Nous déclarons nos activités et nos intérêts, nos enfants, nos conjoints. Enfin, tout est transparent, tout est publié au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'IRFM, je pense qu'il faut partir du postulat que cet IRFM a été utilisé dans les conditions réglementaires qui étaient fixées par le Sénat. Aujourd'hui, il y a une volonté réelle de transparence en conservant les justificatifs, en ayant la possibilité pour quelques menues dépenses. Je crois que nous sommes tous amenés à nous déplacer dans des manifestations associatives ou autres où nous ne pouvons pas toujours obtenir un justificatif. C'est dans cet esprit que le bureau de la questure a souhaité qu'il y ait une partie des frais qui soit justifiée sur l'honneur par le sénateur. Il ne s'agit en aucun cas, et je le redis, il ne s'agit pas d'une somme que nous pourrions utiliser sans justification. Mais le dispositif, le dispositif tel que vous le décrivez ne pose pas de problème. Bernard Lalande, est-ce qu'il y aura une liste de frais autorisés, de frais interdits Tout à fait. Il y a des frais autorisés et des frais interdits, comme j'irai dans toute activité. Ce qu'il me semble important, c'est que... Alors, je m'excuse pour le mot procureur. Je suis désolé d'avoir utilisé ce mot. Mais c'est vrai que on se dit à ceux qui posent des questions, ils doivent avoir une idée des réponses. Et souvent, on a essayé de travailler, de faire quelque chose qui soit cohérent, qui fasse appel effectivement à une certaine transparence, puisque l'on va publier le référentiel, on publie l'avis du comité de déontologie et on publie le règlement du bureau, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc tout ça, ça va être au public. Donc c'est transparent. La deuxième question, c'est on va jusqu'où la transparence ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et si on est preneur de solutions. Alors, attendez, hormis effectivement un panel d'individus qui géreraient en disant ça c'est bien, c'est pas bien. Je vous rappelle que nous sommes parlementaires et qu'à partir de ce moment-là, nous devons nous faire une idée sur tout ce qui concerne le pays. Et donc, pour répondre à votre question directement, y a-t-il des frais qui sont interdits, des frais autorisés ou des frais contrôlés ? Oui. Les frais interdits, ils sont connus, il ne faut pas d'enrichissement personnel et on ne doit pas utiliser son compte dédié pour des opérations qui n'auraient rien à faire avec le mandat. Maintenant, qui peut considérer que c'est fait dans l'intérêt du mandat ? Nous considérons, peut-être à tort, mais nous considérons que les parlementaires sont des gens qui, par principe, sont des gens honnêtes et donc ils savent s'ils font ou non une opération dans l'intérêt du mandat. Maintenant, le comité de déontologie qui aura la richesse des 348 sénateurs aura lui aussi son avis sur la question. Je dis ça avec beaucoup de sérénité et je vous prie de m'excuser. On aura l'occasion d'en reparler. Le bureau aura lieu jeudi. Merci Olivier Cigolotti, merci Françoise Laborde, merci Benjamin Morel, merci Samuel Le Goff. La mort de Jean d'Ormesson, c'est aussi l'actualité aujourd'hui car l'écrivain s'est éteint à 92 ans. Le
doyen des immortels de l'Académie française, avait été notre invité sur Public Sénat en 2015. Il était revenu sur son émotion d'entrer à la Pléiade. Écoutez. Antoine Gallimard me dit que j'allais sortir. Le dernier, c'était Mark Twain, et le prochain, c'est Casanova. Donc je suis entre Mark Twain et Casanova. Et c'est une émotion d'entrer là. C'est mieux qu'être immortel, finalement. Oh mon Dieu. Pour un écrivain, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux. C'est plus important même. J'aime beaucoup l'Académie. Mais l'Académie, ce n'est pas uniquement la littérature. Un grand chirurgien, un homme politique, un grand avocat, un maréchal, un cardinal, bientôt un grand rabbin, un imam, on peut entrer à l'Académie. La Pléiade, c'est le paradis des écrivains. On s'accroche, on se raccroche bien, à nos lectures, à la littérature et aux auteurs qui occupent une place de choix dans le cœur des Français. Et vous en faites partie. Ce matin, on va le voir, une enquête Opinionway, Le Figaro, vous attribue, j'allais dire, la médaille d'argent. Au-delà de vos succès littéraires, wow, ça vous touche? Je suis sur le podium. Il y a encore une marche ou? Écoutez, comment vous réagissez? Il ne faut pas attacher beaucoup d'importance. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas attacher trop d'importance. C'est ce qu'on dit souvent quand on est sur le podium, qu'il ne faut pas attacher de l'importance à cela, non? Oui. À l'enterrement de Stendhal, il y avait 3 personnes. À l'enterrement de Ponson du Terrail et à l'enterrement d'Eugène Sue, il y avait sûrement beaucoup plus de monde. Alors, naturellement, c'est indépendant. À l'enterrement de Victor Hugo, il y avait aussi 1 million de personnes. Vous savez que 9 mois après l'enterrement de Victor Hugo, la natalité à Paris a augmenté énormément. Vous voyez l'influence de la popularité des écrivains. Ce qu'il y a, c'est que ce qui me fait plaisir, c'est évidemment les lecteurs. Une pièce de théâtre, un tableau, une sculpture, un film, un livre, appartiennent aux gens qui les ont faits. Mais ils appartiennent aussi aux lecteurs, aux spectateurs. C'est eux qui sont les juges et un livre est destiné aux lecteurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour On va plus loin. Très bonne soirée à tous et à demain, 16h30.